Nous sommes le 7 octobre 2023. Le Hamas, qui est le pouvoir qui dirige actuellement Gaza, annonce le début de son attaque surprise armée sur Israël, faisant plus de 1200 morts, des milliers de blessés et prenant environ 240 personnes en otage. Les autorités israéliennes, confus par ce qui s'est passé, ne tardent pas à réagir et peu de jours après, ils déclarent la guerre officiellement sur Hamas. Plus la situation se compliquait, plus les Anglais appliquent des stratégies intolérantes pour assurer le territoire aux sionistes. Sauf que la majorité des Palestiniens ne cèdent pas à ces mesures anglaises et font tout leur possible pour garder leurs biens et territoires. Ceci n'a clairement pas plu aux sionistes ainsi qu'aux autorités britanniques qui décident une fois pour toutes d'établir des frontières sur le pays. Nous sommes 12 ans plus tard, le 29 novembre 1947. Cela fait maintenant plus de 25 ans de mandat britannique et les Anglais envisagent de se retirer, mais pas avant d'avoir accompli quelque chose de très important, le partage de la Palestine entre Israël et les Palestiniens. L'ONU crée alors le plan de partage de la Palestine et approuve celui-ci à New York, par le vote de sa résolution 181. Pour vous donner une idée, le plan de partage ressemble à ça. Les trois petits bouts jaunes que vous voyez sur la carte désignent le territoire accordé aux Palestiniens, ce qui doit être appliqué avant le 15 mai 1948. Alerte spoil, cette carte faite sur Paint par l'accord de personnes vivant même pas dans le pays et prenant même pas l'avis des personnes concernées ne va pas passer inaperçue pour les Palestiniens qui répondront simplement et en résumé non. Il est hors de question de quitter la maison dans laquelle on est et dans laquelle on vit pour la donner à un sioniste qui la trouve cosy et sympa. Il est hors de question de quitter la terre que nos arrière-grands-parents cultivaient et vivaient de ses revenus pour la donner à un sioniste qui aimerait construire son petit bureau de commerce dessus. Les Arabes, qu'ils soient chrétiens, musulmans ou autres, s'unissent et une guerre civile éclate alors entre les Palestiniens d'un côté et les Juifs entièrement soutenus militairement par les Anglais de l'autre. On ne se limite plus à quelques manifestations, mais il est sujet d'attentats, d'affrontements armés et de bombardements. Les combats ne se trouvent plus uniquement dans les périphéries, mais s'étendent également dans les plus grandes villes du pays. Les Palestiniens, malgré leur effort, se voient perdre leur territoire à cause d'un grand manque d'organisation militaire ainsi que de l'inégalité trop importante au niveau de l'apprivoisement en armes. En effet, les Palestiniens, munis de quelques armes légères, se trouvent en affrontement contre des tanks, des chars et des avions de chasse. قدموا مصفحتين من جنوب البلد الرصاص ما بينفع معهم قواتهم بتسيطر على البلد من التل الشرقية صرنا هسه في المصيدة من ورانا وقدامنا اتصلوا في العداد يا شباب. Malheureusement, ce qu'avait prévu l'ONU se passera. Les grandes villes tombent une à une dans les mains des sionistes et les Palestiniens se retrouvent expulsés, obligés à quitter leur village, migrer par milliers vers le territoire qui leur a été accordé. Se trouvant sans travail, sans domicile, sans revenus et avec des personnes et dans des villages qu'ils ne connaissaient pas auparavant. Cet épisode de la vie des Palestiniens sera décrit par après dans les livres d'histoire sous le nom de Al-Nakba. Vous pouvez vous poser la question, pourquoi les pays arabes n'ont-ils pas intervenu pour empêcher le partage du pays? Et vous avez bien raison. Mais il faut prendre en compte le fait que les pays arabes étaient au plus bas en ce moment.
en raison de la chute drastique de l'Empire ottoman qui tenait toutes les régions et des affaiblissements dus aux colonisations occidentales. Les pays arabes étaient en plus dirigés par des personnes indignes et malhonnêtes. D'ailleurs, c'est toujours le cas aujourd'hui lorsqu'on voit l'état de certains pays arabes envahis par la misère et les conflits. Mais bon, ce sujet est si important que je ferai une vidéo rien que pour l'expliquer prochainement. Avançons dans le temps pour nous retrouver le 5 juin 1967. Israël, maintenant devenu un État indépendant selon les Occidentaux, est apparemment toujours insatisfaite des territoires qu'elle a pris par la force. Elle déclare alors la guerre sur un peu tout le monde. Le territoire palestinien, la Syrie, la Jordanie et l'Égypte. Les gouvernements vendus des pays arabes se voient obligés d'accepter la guerre pour faire bonne impression devant leurs citoyens qui les pointaient déjà du doigt. Tout le monde se chauffe alors et les pays arabes ayant de l'espoir parlent carrément de la libération de la Palestine. Sauf que non, la guerre était plus semblable à une mise en scène qu'à une guerre en tant que telle. Une mise en scène dont le script fait sortir Israël gagnante au final, après une fausse guerre qui n'a même pas duré plus de 6 jours. Israël s'empare alors de Jérusalem-Est, d'une partie de la Cisjordanie, de la région égyptienne appelée Sina et du plateau du Golan, une ville se trouvant au sud-ouest de la Syrie. Le monde arabe et musulman n'avait jamais connu un désespoir et une honte similaires. C'était une période difficile où les Arabes ont constaté la trahison de leur propre gouvernement envers eux. On fait de nouveau un bond dans le temps pour arriver au 8 décembre 1947. Une opération d'écrasement terroriste est effectuée par un Israélien sur les frontières du pays, tuant des travailleurs palestiniens et blessant d'autres. Les Palestiniens, ne supportant plus les discriminations, finissent par agir. La première intifada éclate alors. Intifada voulant dire le mouvement global des civils palestiniens pour résister contre la colonisation et la répression. Les enfants se munissent de pierres de la taille de leur poing et se rassemblent partout où se trouvent des concentrations armées israéliennes pour leur jeter dessus. Mais ce n'est clairement pas tout. Les Palestiniens ont très bien compris qu'ils ne doivent pas compter sur les autorités arabes. Ils ont donc décidé d'agir par eux-mêmes. Les premières organisations militaires de résistance palestinienne se créent alors officiellement. Leur but est la libération du pays de tous les colonisateurs juifs et protéger le peuple palestinien contre toute attaque extérieure. Les organisations se créent sous beaucoup de noms, mais entre ces noms, nous pouvons distinguer le Hamas. Oui, le Hamas existait déjà en 1987 et n'est pas apparu du jour au lendemain pour bombarder tout le monde en 2023. Le mot Hamas désigne le mouvement de résistance islamique. C'est un mouvement palestinien constitué d'une part d'une branche politique et de l'autre part d'une branche armée. La branche armée, c'est tout simplement les groupes militaires qu'on connaît aujourd'hui appelés les brigades d'Al-Qassam. On comprend maintenant la place très importante que prend ce personnage dans le cœur des Palestiniens. D'ailleurs, à l'époque, on les appelait pas terroristes, car ce terme était tout simplement inconnu avant ce qui s'est passé le 11 septembre 2001. Je ne vais pas vous faire trop d'images, je pense qu'on s'est compris. C'est justement à partir de ce moment que ce mot est devenu à la mode et que beaucoup de monde l'utilise sans même pas connaître sa signification. Mais en parlant de 2001, cette année fut aussi très marquante en Palestine, car c'était une des années les plus importantes de la deuxième Intifada, donc la deuxième guerre. Le Hamas commence ses attaques organisées et bien calculées sur Israël pour s'opposer aux activités de colonisation illégale des Juifs en Cisjordanie. Décidément, même les territoires gigantesques qui leur ont été attribués ne leur suffisent plus. Le Hamas a constaté cela et a décidé d'agir par lui-même, en effectuant des attentats en pleine ville juive et en affrontant face à face les forces israéliennes. Le bilan de cet événement qui est officiellement terminé en 2005 fut douloureux. Plus de 4000 morts et 48 000 blessés du côté palestinien et plus de 1000 morts et 4500 blessés déclarés du côté israélien. Seulement un an après la fin de cette guerre, en 2006, les habitants de la bande de Gaza élus officiellement l'organisation de Hamas pour devenir la gouvernante du territoire gazaoui.
Le gouvernement israélien, ne supportant pas le fait que cette organisation qui leur a coûté des pertes énormes soit élue officiellement et aura des droits et des devoirs comme tout gouvernement d'une région. Elle va alors appliquer un siège sur toute la ville en 2007. Elle interdit l'entrée et la sortie d'essence, de denrées alimentaires et des produits hygiéniques et médicaux. Elle empêche également toute personne d'entrer ou de sortir de Gaza, ce qui a causé une inflation gigantesque dans le territoire en plus du pourcentage de chômage qui a grimpé énormément. Ce qui fait que jusqu'aujourd'hui, les habitants gazaouis vivent majoritairement sur les aides humanitaires internationales, comme la Croix-Rouge et Oxfam. Bon, après avoir fait un grand voyage à travers le temps, revenons maintenant au plus important pour expliquer ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, cela fait maintenant plus de 17 ans que Gaza est littéralement dans une prison à ciel ouvert. La pauvreté et les maladies dominent la région et il n'y a même pas suffisamment d'eau potable pour la population qui compte maintenant plus de 2 millions de personnes. 2 millions de personnes bloquées ici, dans 45 km² de superficie. On croirait que le Hamas, qui dirige actuellement Gaza, est au plus bas. Mais le matin du 7 octobre est contre toute attente. Les Israéliens se réveillent par les bombardements de l'opération surprise du Hamas sur le territoire israélien. Et pour connaître la suite, rendez-vous samedi prochain à la même heure pour la dernière partie. La partie la plus longue et la plus importante. Donc n'oubliez pas d'activer la cloche pour être au courant de sa sortie.